Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat du dimanche. Deux destinations, le Maroc et le Mali. Le Maroc avec les 20 ans de Mohamed VI sur le trône, un bilan diversement apprécié. Qu'est-ce que nos invités en pensent? On va leur poser la question. Et le Mali avec cette nouvelle plateforme Anco Mali, est-ce que ce sera une opposition au dialogue politique initié par le président de la République? On va également parler de cette magouille dans l'air, l'histoire des hélicos cloués au sol. Des questions qui seront abordées par nos invités, Adam Thiam, éditorialiste, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Cheikhoumar Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Déjà, le Maroc, le roi Mohamed VI qui fête ce mardi ses 20 ans sur le trône. Le bilan du 23e souverain de la dynastie alaouite reste différemment apprécié. Si beaucoup mettent en avant la percée économique du Maroc sur le continent, d'autres n'hésitent pas à mettre en avant ce qu'ils appellent eux-mêmes les petites insuffisances démocratiques. Maître Konaré, qu'est-ce que vous retenez déjà de ces 2 décennies de Mohamed VI sur le trône? Sans mentir, j'adresse des mots flatteurs au bilan de Mohamed VI. Il a hérité du royaume de son père, lequel était connu pour être un autocrate accompli. Pour ce qui le concerne lui-même, Mohamed VI, il a plutôt vidé les prisons. Il a libéré les détenus politiques. Il a ouvert le champ politique lui-même, se contentant des départements de souveraineté et laissant les partis compétir librement pour occuper la primature et les départements de gestion courante du pays. Mohamed VI a promu aussi les libertés publiques. Et il a fait beaucoup pour les jeunes et les femmes, ce qui a évité au Maroc le souffle dévastateur du printemps arabe. Et quand vous vous rendez à Marrakech, moi j'y ai été, j'ai vu une belle alliance entre la civilisation maghrébine et la modernité occidentale. Et pour cerise sur le gâteau, si vous voulez, Mohamed VI est parvenu à faire de son pays un pays sécurisé. C'est même lui qui informe l'Occident sur les allées et venues des terroristes un peu partout dans le monde. Vous vous souvenez que pour arrêter les terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo, il a fallu l'aide de Mohamed VI. Donc moi, vraiment, je pense que sur le plan économique également, Mohamed VI a fait beaucoup. Avec le Tangemed, avec, comment on appelle ça, le Maroc, premier producteur de voitures en Afrique. Je pense que vraiment le roi a beaucoup fait, même s'il reste quelques insuffisances dont nous aurons l'occasion de parler. D'accord, on va parler d'autres aspects. Mais Alexis, si on s'apaisantit sur le contexte, sur l'aspect politique, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu de bémol à tout ce que Maître Konaré a dit? Parce que des contestations, il y en a eu au Maroc. Même en 2011, on a vu cette réforme constitutionnelle qui renforce les pouvoirs du Premier ministre. Est-ce que par rapport à tout ce que les avancées que Maître souligne, il ne faudrait pas mettre un peu de bémol? Mais pourtant, je n'en mettrai pas parce que si vous voyez le Maroc d'abord par rapport à son environnement, c'est sans commune mesure. Le Maroc ensuite par rapport à l'état dans lequel Mohamed VI l'a pris, on voit les avancées. On ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais oui, il a réussi des choses, il a permis des choses et c'est peut-être en alliance ou en adéquation avec la formation. Parce que oui, ça, il faut vraiment le souligner. Hassan II a préparé son fils pour la succession et pour le trône, et il a vraiment, en tout cas jusque-là, par rapport à l'homme d'État, il
tient bien la route. Oui, c'est Daniel, parallèlement aux manifestations à Tunis, à Alger, au Caire, à Casa et à Marrakech également, on a vu, même si ce n'était pas dans les mêmes proportions que dans les autres villes secouées par le printemps arabe, ça met du bémol par rapport à toutes ces avancées politiques-là. Oui, mais disons quand même que lui, il a été un peu visionnaire. Il a été vraiment visionnaire, c'est-à-dire que si on veut faire le premier tour de table, moi je retiens une expression, c'est le roi des pauvres. Mais le roi des pauvres, ça ne veut pas dire que les Marocains sont pauvres. Le roi des pauvres, ça veut dire le roi accessible. Je pense que, moi j'aimais beaucoup son père, pour une chose essentielle. C'est dans les rapports de Nord-Sud. Moi, j'adorais Hassan II, quand il était face à la presse française, ou quand il discutait, ou il venait en retard à un dîner de Mitterrand à l'époque. Moi, j'adorais cette posture qu'il avait. Mais ce que son fils a fait de très important, de mon point de vue, c'est que il était le roi des pauvres. Il est le roi des pauvres. Il est plus accessible que son père. Et de ce point de vue, c'est quelque chose de très important. On fait des selfies par-ci, par-là. On ne voyait pas feu Hassan II, je pense, pouvoir faire cela. Le printemps arabe, il a bien géré la situation parce que là aussi, il a montré qu'on peut être souverain et écouter ses conseillers, parce qu'il a des conseillers, en disant si nous n'agissons pas vite, nous serons à la remorque des événements. Il a dit, moi je prends comme chef du gouvernement le parti qui va être majorité à l'Assemblée nationale. Donc il a insufflé un sang nouveau, il a distillé ce que j'appellerais dans le processus démocratique, il était, je trouve, formidable. C'est un roi formidable, on parlera des insuffisances tout à l'heure, mais pour ce premier tour de table, j'aimerais dire bien bravo. Oui, on dit cela, hein, qu'il allie costume strict et djellaba traditionnel, Adam Thiam, entre tradition et modernité. Oui, c'est comme Serge, la dernière fois que je l'ai vu, il portait une cravate, il était à cette place, je ne sais pas s'il avait... Il avait usurpé la fonction. Il avait usurpé la fonction. Je ne voulais pas attaquer Adam, mais je voulais parler de sa montre qu'il porte qui coûte $100 000. Est-ce qu'elle vient du Maroc? Mais pour parler du roi, non c'est vrai, j'aime bien le rappel que Cheikh Omar Konaré a fait. En fait, le roi a pu marquer un tournant lorsqu'il a négocié de cette manière admirable, effectivement, et en fait canaliser même la révolution marocaine, parce qu'il y avait une révolution, il l'a canalisée de très belle manière. Mais il a beaucoup de vision, le roi, et il faut suivre simplement ses différents discours lors du discours du roi, la fête du trône. Je me souviens de au moins 3 discours, donc la relation Maroc-Afrique, où il a dit simplement que le Maroc est africain, le Maroc ne sera qu'africain, mais en même temps, il a une position charnière entre le Maghreb, entre l'Afrique et l'Europe, et le Maroc jouera très bien son rôle. Et le second discours, c'était sur le capital donc immatériel, donc cet islam de tolérance et de paix qu'on trouve au Maroc et qui s'exporte maintenant à travers la formation des imams. Et l'an dernier, son discours sur le trône pour les événements du RIF. Oui, il a reconnu effectivement que la bureaucratie marocaine est très corrompue et il a compris même l'impatience des populations du RIF, prenant à contre-pied une opinion qui était presque à mon avis, monter sur ces grands chevaux contre la révolte du RIF. C'est quand même la 5e économie du Maroc qui nous a donné, c'est la 5e économie de l'Afrique qui nous a donné à travers le Maroc, même si il faut faire attention en termes de parité de pouvoir d'achat. Le Maroc est le 13e pays africain après tous les pays du Maghreb et même après l'Égypte. En termes d'innovation, il est aussi pratiquement l'un des pionniers et tous ces grands projets ont marché, le plan énergie solaire, le plan éolien, le plan Maroc numérique, etc. Donc c'est franchement c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le roi est en fusion avec son peuple. D'accord, on va se focaliser, Maître Konaré, sur l'aspect sécurité. Vous avez parlé des attentats. Effectivement, en 2003 et 2011, il y a eu attentats à Casablanca et Marrakech. Est-ce que le fait aujourd'hui que le Maroc parvienne à s'en sortir, n'est-ce pas lié au fait qu'on allie le discours, puisqu'en tant que commandeur des croyants, il y a cet islam tolérant, mais il y a également la politique, une politique sécuritaire assez efficace, les
aider, discours d'un islam tolérant et puis également de façon institutionnelle, une politique de sécurité assez efficace qui fait que le Maroc est à l'abri de ces soubresauts-là? Non, en fait, le Maroc me rappelle un peu Israël. Tant en termes d'innovation, en termes d'un pays qui s'en sort malgré l'absence de ressources naturelles, en termes de partenariat pour fonder une armée et des services de sécurité extrêmement performants. Alors, le Maroc, c'est quand même une royauté. Et donc, Hassan II a eu en son temps la possibilité d'installer un système de sécurité très efficace qui s'appuie sur une forte collaboration avec l'Occident, avec d'autres pays. Et n'oubliez pas que on ne peut pas vaincre un terroriste par les armes. On le vainc aussi à travers un discours islamique modéré. C'est-à-dire qu'il faut le convaincre que les attaques qu'il est en train de faire ne participent pas du djihad au sens canonique du terme, mais plutôt du banditisme. Une fois qu'il est convaincu de cela, il va laisser les armes. Oui. C'est dans ce sens que le Maroc est en train de promouvoir ce qu'on appelle l'islam malikite. Bref, un islam tolérant et ouvert, n'est-ce pas? Et il y a 500 imams maliens qui sont en train de se former au Maroc. Vraiment, je salue le roi. Il est excellent. C'est un îlot de stabilité dans un océan d'incertitude, puisque si je ne m'abuse, le dernier attentat là-bas, c'est en 2011. En 2011, et ce qui avait frappé d'ailleurs à l'époque, le roi s'est rendu immédiatement le lendemain ou le même jour sur les lieux de l'attentat pour dire après l'attentat il y a la vie. Mais ce qui est aussi important là-bas, que nous n'avons pas dans nos pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, c'est que lorsqu'il y a des attentats, il y a eu cet attentat, on a fini par arrêter les auteurs de l'attentat. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il peut y avoir des attentats dans n'importe quel pays. Mais ce qui paraît important, c'est de savoir, de pouvoir déjouer, de pouvoir savoir, de pouvoir arrêter les commanditaires de l'attentat. Je pense que de ce point de vue, ils ont une coopération poussée avec des pays comme le Mali, des pays sahéliens. Ils exportent donc leurs techniques en matière de sécurité. Et c'est admirable. Mais si j'ai une minute sur quoi j'aimerais bien insister, c'est la nouvelle doxa de Mohamed VI par rapport à son père. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, Hassan II n'avait aucune relation avec les pays qui ne reconnaissaient pas, qui reconnaissaient la race. Et la nouveauté, et ça je trouve ça admirable de Mohamed VI, c'est de dire, mais non, ce que moi je vais faire plutôt, c'est de convaincre les pays qui reconnaissent la race à ne plus la reconnaître. Et ce qui fait il se déplace pour aller, il s'est rendu dans des pays qui reconnaissaient la race, etc. Et il est arrivé à retourner d'autres pays. Et enfin, quand même, son retour à l'Union africaine, parce que vous savez que feu Hassan II, avec laquelle la porte, parce que la race était admise, lui, il a dit, non, moi, je ne vais pas faire ça, je vais aller vers mes frères. Et je me souviens, et vous vous souvenez que le jour où il est retourné à l'Union africaine, il a pleuré, ce n'était pas des larmes de crocodile, mais c'était une manière de dire, je suis parti d'une maison de laquelle je ne devais pas partir. Oui, un retour à l'Union africaine en 2017. Mais Alexis Calambri, il y a un autre aspect, on parle de percée du Maroc. Souvent, on se pose la question si c'est une percée diplomatique ou est-ce que c'est une percée économique ou est-ce que ce sont les deux à la fois? Oui, c'est vraiment les deux à la fois. Si vous partez souvent au Maroc, vous êtes frappé par le changement qui se fait presque chaque année. Serge parlait, je crois, des programmes. Au départ, moi, j'ai vu naître Tanger Med, le programme Tanger Med 1. Maintenant, ils sont à 2, mais ils viennent de faire pratiquement l'un des plus grands ports sur la Méditerranée. Ils ont un développement pensé et exécuté presque au millimètre près. Et ça, c'est à reconnaître. Justement, pour régler cette question du Sahara, vous avez vu comment ils ont su justement ramener les belligérants, et rien qu'en proposant des programmes économiques, en offrant du travail et des perspectives aux gens. Donc oui, le Maroc a su vraiment penser globalement
et le développement et la sécurité, de sorte qu'il y a beaucoup de questions qui se règlent naturellement. Oui, puisque les banques, les télécoms, Adam Cham, que ce soit au Mali, au Sénégal, le Gabon, le Maroc, est très très présent au niveau des banques et puis des télécommunications. Oui, au secteur bancaire, au secteur de communication, au point que certains ont failli en prendre ombrage ici même. Mais au-delà de la percée marocaine en Afrique, il y a une question politique qui se pose. Est-ce que le Maroc est dans l'intégration politique, l'intégration continentale, ou est-ce que, comme l'Afrique du Sud, le Maroc est en train d'essayer de cesser à une espèce d'intégration marchande? Et on a vu quand même avec la COMESA que l'intégration marchande a ses limites et que ce qui est bien, c'est l'intégration politique. De ce point de vue-là, le roi Mohamed VI est candidat à l'adhésion à la communauté, à la CEDEAO, mais en même temps, nous voyons qu'il y a des limitations, par exemple, sur la question du visa électronique qui refroidit un peu la relation du Maroc avec les pays auxquels ce visa est exigé et nous avons vu récemment effectivement lors de la visite du ministre des Affaires étrangères du Mali que cette question pourrait être supprimée ou allégée. Ok, deuxième thème de ce débat du dimanche, le Mali, justement, le dialogue politique initié par le président Ibrahim Boubacar Keïta est-il remis en cause? En tout cas, une coalition d'organisations de la société civile et de la classe politique vient de lancer Anko Mali. Anko Mali, une plateforme qui a une toute autre vision de la situation sécuritaire du Mali, la prorogation du mandat des députés ou même le processus devant conduire à ce dialogue politique. Un extrait de la déclaration lue par Mme Si Kadiatou Sow de cette nouvelle plateforme. Convaincu que le Mali traverse actuellement la crise la plus grave, la plus profonde et la plus dangereuse de son histoire contemporaine, menaçant l'existence même de la nation et du pays, constatant l'incapacité des pouvoirs publics à mettre fin à toutes les formes d'insécurité qui se généralisent et aux affrontements meurtriers, mettant en péril l'unité nationale et le vivre ensemble multiséculaire des diverses communautés maliennes, convaincu cependant que le processus de dialogue tel qu'entamé par le gouvernement et le chef de l'État ne s'inscrit nullement dans le cadre d'un vrai dialogue national inclusif, déclarons: tout le processus et la démarche méthodologique du dialogue national inclusif doivent être conçus de manière participative, y compris en impliquant l'ensemble des parties prenantes et non de manière unilatérale par le chef de l'État et son gouvernement. On ne saurait parler de dialogue national inclusif lorsque le gouvernement et le chef de l'État décident de manière unilatérale de son format et de son contenu, ainsi que des personnalités devant le conduire. Nous devons redonner la parole, revenir au peuple, revenir aux citoyens maliens pour leur donner la parole, qu'ils discutent, qu'ils débattent de ce qu'ils sont devenus, de ce qu'ils veulent être. Et c'est à partir de là que nous pouvons avoir une infrastructure institutionnelle qui pourrait nous permettre d'aller de l'avant parce qu'on se reconnaît là-dedans, parce que c'est notre chose. Et que nous avons là un agenda de sortie de crise voulu par les Maliens, conduit par les Maliens et accompagné par les partenaires qui veulent nous aider à sortir de la crise. Voilà, Moribo Sidibé de Farankaouli et Mme Si Kadiatousso de cette nouvelle plateforme Anko Mali. Justement, Alexis Calambri, le terme Anko Mali, c'est comme une pierre dans le jardin des autres coalitions, puisque Anko Mali, littéralement, nous disons le Mali, et ça sous-entend que les autres sont dans autre chose finalement. Oui, bien entendu, ça suppose effectivement que les autres sont dans autre chose. Mais oui, c'est difficilement compréhensible. Hein. Je ne sais pas, peut-être, vous savez, de mon point de vue, vous ne mettrez, vous n'entamerez rien qui ferait consensus à tous les niveaux. Eux, ils remettent en cause le format et disons, le mode de désignation. Je ne pense pas que vous soyez capable de trouver un mode de désignation qui aurait fait l'assentiment de tout le monde. Mais en dehors de ça, le contenu n'est
vraiment pas prédéfinie parce que non, je pense que quelque part il y a un peu de politique politicienne dans la posture. Maître Konaré, ce qui se passe me désole. J'avais souhaité qu'on aille au devant d'une décrispation de la situation, mais aujourd'hui, on va au devant d'une véritable crise ou d'une énième crise. Et je suis d'autant plus pessimiste sur les chances de succès du dialogue national, du dialogue politique inclusif comme on l'a appelé, qu'il y a des préalables qui ont été posés par des acteurs extrêmement puissants tels que la SEMA. La SEMA dit on ne touche pas à l'accord de paix, c'est-à-dire à l'accord issu du processus d'Alger, on n'y touche pas. Le gouvernement a signé, il n'a qu'à s'exécuter. Et si on ne touche pas à l'accord, il va falloir réviser la Constitution, ce que les autres ne veulent pas entendre. Donc, ce sera un dialogue de sourds, ce sera un échec politique. Il vaut même mieux ajourner ce dialogue-là aujourd'hui parce que ça ne servira à rien. est-ce que vous êtes en train de donner raison à Anko Mali? Je ne juge pas de leur action, je constate les préalables qui ont été posés et les conséquences qui vont découler de ces préalables posés. La SEMA dit non non à toute révision de l'accord. Or, sans révision de l'accord, il n'y aura même pas de débat parce que tout le problème du Mali tourne autour de la sécurité. D'accord. Et toute la sécurité tourne autour de l'accord de paix. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit, si on demandait à Cheikh Omar Konaré, il allait imputer la responsabilité du changement climatique à la CNV. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Mais dites-moi si j'ai tort. Je voulais dire que personne n'a parlé de la SEMA. Moi, j'en parle. Maître Konaré fait une fixation sur la SEMA. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai bien envie de... Vous allez préciser le fond de votre pensée. J'ai bien envie de l'amener un jour à Kidal pour qu'il sente que... Je n'irai pas. Il fait aussi bien vivre à Kidal qu'à Bamako. Est-ce que vous voyez, arrêtez de faire une fixation sur la SEMA. C'est un ordre. Okay, alors, je voulais dire rapidement, je ne suis pas d'accord avec mon ami Alexis, Madame Si, Modibo Sidibé, Alioune Diallo, ils ne font pas de la politique politicienne. C'est un positionnement normal dans un pays où la démocratie fonctionne. Maintenant, le triumvirat qui était mis en place est en train de rencontrer les uns et les autres. Que le triumvirat arrive à les convaincre de la nécessité de participer à ce dialogue pour évoquer leur positionnement. Mais on ne peut pas dire qu'on embarque tout le monde. Vous avez vu que M. Soumaïla Cissé n'est pas dans le même camp qu'eux. Pourtant, l'opposition... Ah non, l'URD était là. Non, on n'a pas vu Soumaïla Cissé parler. Oui, mais... Attention, c'est plus modéré, c'est beaucoup plus compliqué de mon point de vue. Si, de manière nominale... Tu nous caches des choses. Non, je ne sais pas. Je dis, j'aimerais bien voir Soumaïla Cissé dit officiellement, je suis contre le dialogue politique. Il n'a pas dit encore, Adam. D'accord. Alexis, tu veux préciser avant de donner la parole à Adam? Parce que j'ai parlé moins de 2 minutes. D'accord. Et là, je constate que vous me censurez. Je ne parle plus, je refuse. D'accord, ok. Alexis, précisez ensuite. Voilà, c'est ça. Serge déforme mes propos. Tu as dit c'est la politique politicienne. Je ne laisserai pas la polémique s'installer entre vous deux. Non, il n'y en aura pas. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire le dialogue politique a déjà commencé. On est d'accord, premièrement. Deuxièmement, vous voyez l'engouement à la base. Troisièmement, personne ne peut nier le fait qu'il y a un besoin de dialogue. Et ensuite, il n'y a pas de sujet tabou. Tout le monde est libre de dire je ne veux pas qu'il y ait ce sujet, mais le gouvernement n'a pas acté, quelqu'un n'a pas acté que c'est interdit d'évoquer ce sujet. Donc oui, c'est ouvert et ils l'ont précisé, il n'y a pas de sujet tabou, on peut discuter de tout et les gens à la base, si vous avez suivi les étapes qu'il y a eu, effectivement, c'est vraiment des débats qui vont par rapport aux préoccupations. Ok, Adam Donc, à part que les 737 max cloués au sol sont là du fait seul de la CMA, je voudrais dire ceci. Non mais attendez, d'où venons-nous? Nous venons d'une expérience de révision constitutionnelle que le président a abandonnée.
a été obligé d'abandonner. Oui, mais qui a été abandonné. Qui a été abandonné. Et plus tard, nous avons vu le président accéder à la demande de dialogue politique inclusif de l'opposition, parce que c'est une concession faite à l'opposition, ce dialogue. Alors, donc, je veux bien que les méthodes soient clarifiées. Je veux bien, moi aussi, quand je suis devant ma télé, je veux bien savoir comment ils vont procéder. Qu'est-ce qui rendra ce dialogue inclusif et qu'est-ce qu'il fera en sorte qu'il soit exhaustif, c'est-à-dire qu'il embrasse le maximum de thèmes préoccupant les Maliens. Je vois simplement le discours du président qui a été tenu, par exemple, 2 fois, où il a dit qu'il faut reverser dans le débat tous les états généraux, toutes les réflexions majeures du Mali, y compris la réflexion sur l'école de 2011, qui était quand même le fait du Premier ministre Modibo Keïta, y compris les états généraux sur la corruption, Modibo Sidibé, qui était du même Modibo Sidibé, y compris les états généraux de la décentralisation, qui ont nourri plus tard, effectivement, la partie des accords. Donc, je dis, oui, il ne faut pas que ce soit mené à la hussarde. Oui, il faut que les méthodes soient expliquées aux Maliens. Oui, il faut qu'on nous dise comment, par exemple, Kidal participera au dialogue inclusif, comment Sikasso participera au dialogue inclusif, comment les communes participeront au dialogue inclusif. Mais à mon avis, si ces conditions sont réunies, et je ne sais pas si elles ne le sont pas, c'est qu'elles ne sont pas pour l'instant communiquées, si tout ça est réuni, oui, je pense que le dialogue inclusif, même l'opposition ira, parce que si on n'a pas entendu Soumaïla Cissé dire qu'il participera, on ne l'a pas entendu dire qu'il ne participera pas non plus. Ok, Maître Konaré. D'abord, je tiens à préciser que je ne fais pas de fixation sur la SEMA. Si je parle de la SEMA, c'est parce qu'on ne peut pas parler de la Deuxième Guerre mondiale sans parler de Hitler ou de Staline. C'est un acteur principal. La SEMA n'est pas Hitler. Non, elle n'est pas Hitler, mais elle est l'acteur principal de la guerre qui s'est installée au Mali. Elle regroupe l'ensemble des groupes rebelles et terroristes qui sèment la terreur dans notre pays. Donc, si vous voulez, pourquoi on va au dialogue? Ce n'est pas pour parler de la saison des mangues, ce n'est pas pour parler de la vente des patates, c'est pour parler du problème principal du Mali, à savoir l'insécurité. Donc, on ne peut pas parler du retour de la sécurité sans parler de la SEMA. Il se trouve que la SEMA a signé en 2015 un accord pour la paix avec le gouvernement du Mali. Et la SEMA tient à ce que cet accord-là soit appliqué. Si cet accord doit être discuté dans le cadre d'un débat, d'un dialogue politique inclusif qui demanderait par exemple la révision du document, la SEMA claquerait la porte. Comme elle a claqué la porte lors de la conférence d'entente nationale qui avait décidé que l'Azawad n'était qu'un petit champ de pâturage. D'accord. Alexis donc ce n'est pas du tout une fixation. Si vous ne tenez pas compte de la SEMA dans le cadre de l'appréciation de ce débat, vous aurez tout faux. Ok. Non mais je voulais dire, je voulais rire simplement, Cheikh Omar. Ceci dit, l'accord n'est pas signé que par la CMA. Il y a d'autres signataires, il y a la communauté internationale, il y a le gouvernement malien. Si tous décident que cet accord doit être redébattu, peu importe la position de la seule CMA. Mais il faut simplement qu'il y ait un consensus des autres parties. D'accord. Pour revenir, on va revenir à Anko Mali, cette nouvelle plateforme-là. Mais Alexis, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle se met en opposition au dialogue politique, au triumvirat dirigé par Baba Akib Aïdara, puisqu'on a entendu clairement Mme Sika Yatousso qui pense que tout le processus, ils n'y adhèrent pas finalement. Oui, ils n'y adhèrent pas, mais on ne les voit pas pour le moment faire une contre-proposition. Pour eux, c'est mal à mancher.
oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne pourrait pas trouver un format qui ferait consensus. Donc, à la limite, c'était bien de participer, surtout que, comme disait Adam tout de suite, l'idée du dialogue national était vraiment presque une imposition de l'opposition. Mais ce que je voudrais rapidement préciser, le Triumvirat a fait une conférence de presse à laquelle Serge n'était pas d'ailleurs, et qui, où ils ont précisé quelque chose. Premièrement, il n'y a pas de sujet tabou. Deuxièmement, c'est ouvert à tout le monde. Et troisièmement, disons, le mode, c'est-à-dire que toutes les associations seront invitées au niveau local et tout. Et comme je le disais, ça a commencé là où ça a commencé. On a vu souvent la CMA participer déjà. Donc je pense que les préoccupations de maître sont peut-être un peu derrière-garde. D'accord. Serge Daniel, il y a quelques années, on a vu une plateforme du nom de Ante Abana mettre en échec le projet de révision constitutionnelle. Et on a vu également que cette nouvelle plateforme s'est réunie à la pyramide du souvenir, exactement comme Ante Abana. Et quand on regarde la composition, c'est comme si c'est Ante Abana sans Tchébile Dramé, sans le ministre Tcham. En termes de rapport de force, est-ce que vous voyez cette nouvelle plateforme Anko-Mali fléchir un peu la position de l'État par rapport au dialogue conduit par le Triumvirat? Qu'on le veuille ou pas, cette nouvelle structure est un caillou dans la chaussure du gouvernement, qu'on le veuille ou pas. Vous savez, avant le départ de Soumaïlou Boubé Maïga de la primature, c'était un autre format qui était prévu pour le dialogue. Quand il est parti, le président de la République a revu le format, parce que sous Soumaïlou Boubé Maïga, ce n'était pas ceux qui devaient diriger le dialogue qui dirigent le dialogue aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on peut changer de format. L'idée, de mon point de vue, c'est que ceux qui sont, Madame Si, je le répète, Monsieur Alioune Diallo et Modibo Sidibé, je pense que c'est une nouvelle plateforme qui ne représente pas, qui n'a pas la force d'Ante Abana, on ne peut pas le dire, mais qui est contre le dialogue. Maintenant, quelles sont les voies qu'ils vont utiliser, emprunter pour rejeter ce dialogue-là? On va voir. Ce qui serait intéressant, je le répète, c'est que le Triumvirat arrive à les convaincre de la nécessité de participer à ce dialogue. Mais il ne faut pas dire comme Alexis, non, ils font de la politique politicienne, je ne crois pas du tout. Ils sont dans le droit, parfaitement dans le droit, de dire nous ne sommes pas d'accord avec le format du dialogue politique inclusif. Adam Tcham. Je ne sais pas si Chokma voulait réagir un peu. Vas-y. Non, c'est pas normal, tu veux mettre le feu. Non, je ne réponds pas à Alexis. On va riposter. De toute façon, je ne suis pas Soumiata pour être... il parle d'arrière-garde là, je crois que ça c'est le passé. Alors, ce que je voulais dire, parce qu'en vérité, Serge a beaucoup vécu en France, il parle plus vite que moi. Donc, j'utilise peu de mots pour dire ce que je veux dire. Moi, je vous fais une prophétie. Dans ce débat, si la révision constitutionnelle n'est pas adoptée, la résolution sera mise au placard. Vous voulez une conférence nationale? Dans ce débat, si l'accord de paix, une résolution a été prise pour réviser l'accord de paix, elle serait remisée au placard. Donc ce débat sera un échec. Après le débat, nous en reparlerons. D'accord, on est aujourd'hui le 28 juillet 2019. Tout cela est noté. Adam Tcham, en termes de rapport de force... Honnêtement, j'ai de la peine à penser. Il ne faut pas comparer ceci aux protagonistes de Ante Abana. Tous ceux qu'on a vus ici sont des acteurs du mouvement démocratique, de la démocratie malienne. Peut-être que leurs appréhensions sont légitimes. Il faut expliquer. Mais moi, je souhaiterais effectivement connaître un peu plus la méthodologie. Si la méthodologie est expliquée, elle est bonne, on peut contribuer à l'améliorer, etc. Je pense que ce sera bien parti. Maintenant, sur les questions, la thématique, oui, franchement, Cheikh Oumar, je pense, moi, ça m'étonnerait qu'on puisse débattre de cet accord-là lors de cet événement, parce que c'est quand même un document aujourd'hui qui s'impose même à la Constitution internationale, d'après si j'ai bien compris ce que vous dites, vous les juristes. Non, c'est pas intéressant. Ok, alors donc d'accord, mais c'est signé entre alors Maliens. on peut
Non, mais il y a tous les signataires. Ok. Non, c'est pas un traité. Ça n'a même pas de statut juridique. Alors, donc, tu as raison. Ça, à ce moment-là, oui, pourquoi pas discuter de l'accord s'il y a des points dans l'accord qui effectivement nous empêchent d'avancer. Je pense franchement qu'il faut faire confiance, il faut laisser la démocratie se faire. Ceux en Comaliko, ils vont demander probablement encore d'autres choses pour que nous puissions aller à ce débat inclusif muni de toutes les conditions pour que ce soit une réussite. Ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Un dernier mot là-dessus, Alexis Calambri. Le verre, il est dans le fruit. Tous reconnaissent qu'il y a des difficultés dans le pays, mais il y a deux dialogues parallèles qui s'instaurent. Oui. Fondamentalement, il y a problème. Non, fondamentalement, la divergence se trouve au niveau de la méthode. Donc, certains trouvent que le format choisi par le gouvernement et le mode de désignation adopté par le gouvernement n'est pas bon. Donc, je pense que sinon, sur le fait qu'il faut dialoguer, tout le monde est d'accord. Sur le fait qu'il faut aborder tous les sujets, tout le monde est presque d'accord. Donc, pour moi, la vertu est encore une fois dans le dialogue. Dernier mot de ce débat du dimanche, ce scandale dans l'air des magouilles par rapport à ces hélicoptères cloués au sol. L'affaire qui est en train de se politiser avec notamment cette déclaration du FSD, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui exige que lumière soit faite autour de cette affaire. Alexis Calambri, on en parlait les dernières semaines. Forcément, il faut de la lumière parce que, oui, on a acheté des avions qui ne sont pas opérationnels. Ce n'est pas normal. Donc, et pour moi, ça ne doit pas prendre trop de temps parce qu'on sait qui a acheté, on sait comment ça s'est passé. Donc, il faut rapidement qu'on fasse la lumière et c'est pour le bien de tout le monde. Oui, Maître Konaré. Moi, ce que je déplore dans cette affaire, je ne parle pas de magouille, mais je parle simplement de scandale. Quand un scandale arrive, il est bon, si nous sommes dans un état de droit, que la justice soit saisie. Et si vous voyez que la justice est saisie, c'est parce qu'il y a eu des défaillances en chaîne au préalable. Des défaillances des structures de contrôle. Et vous savez, le vérificateur général dont je contestais un peu l'utilité du rôle la dernière fois, n'a pas le pouvoir légal d'enquêter sur des marchés publics classés secret défense. L'institution qui est chargée d'une telle enquête est le contrôle général des services publics. Est-ce que ce contrôle général a fait un rapport en la matière? Je ne sais pas. Il faut que ces inspecteurs-là ces contrôleurs soient commis pour enquêter. Il faut que la justice soit commise pour enquêter parce qu'il y a environ 10 milliards de francs CFA qui partent ainsi en fumée avec des avions cloués au sol. Donc, la vertu démocratique demande que le peuple malien soit éclairé. Moi, je n'accuse personne, je demande simplement l'application de la loi. Serge Daniel. Alors, pour accuser ou pour aller à la justice, il faut savoir un peu ce qui s'est passé très rapidement. Le pays est en guerre, on a décidé d'acheter des hélicoptères Puma, on a acheté 2 hélicoptères Puma auprès d'Airbus et auprès d'une société qui s'appelle Vector. Vector, qui est une succursale de Airbus. Mais ce qui s'est passé, on ne l'a jamais dit officiellement. Ce sont des avions d'occasion qu'on a achetés très rapidement. Alexis, à un moment, a acheté une voiture d'occasion en Suisse. J'ai voulu acheter la même voiture à ma mère, authentique. J'ai acheté la même voiture à ma mère, donc en l'état. Et tu sais ce qui s'est passé à Dame? La voiture allait au Bénin. Le lendemain, le moteur est tombé en panne. Donc j'ai été obligé d'aller acheter un moteur au Nigeria pour la voiture de ma mère, acheté sur recommandation d'Alexis. Mais je n'ai pas porté plainte. Lorsque vous achetez des avions d'occasion, c'est-à-dire... Alexis doit avoir donné des conseils. Alors, c'est vendu... Non, honnêtement, franchement, c'est vendu en l'état. À partir du moment où c'est vendu en l'état, j'ai les mêmes chiffres que vous. C'est 8 milliards de francs CFA environ, d'après ce que je sais. Mais c'est quand même grave. Mais c'est à qui la faute? À l'époque où on achetait ces avions sur Airbus, d'autres souhaitaient qu'on achète des hélicoptères Alouette.
Est-ce qu'il y a eu entre les deux des confusions? C'est quand même un crime. C'est un crime. Ouais, Il faut peut-être que pour l'achat du véhicule, il y avait eu un Alexis à côté, mais pour l'achat de l'hélicoptère, il n'y avait pas l'équivalent d'un Alexis pour c'est encore beaucoup plus complexe pour l'hélicoptère. On prend beaucoup plus de précautions. Parce que si vous achetez un hélicoptère neuf, vous avez une garantie, donc vous avez une assistance. Comment? Si vous achetez des hélicoptères Puma d'occasion, c'est à vos risques et périls. Je sais qu'actuellement, pour terminer rapidement, il y a entre le gouvernement malien et cette société des négociations pour voir comment on va s'arranger, comment on va émerger du labyrinthe dans lequel nous sommes. Mais les avions sont cloués au sol. Donc il faut, comme le dit, et c'est bizarre, pour la première fois, le même point de vue que Maître Konaré, ça n'arrive pas souvent, il faut que les gens rendent compte de ce qui s'est passé. Il y a des responsables. On doit ouvrir une information, de mon point de vue, une information judiciaire. Mais aussi une enquête parlementaire. Okay. Oui, alors, pour une fois qu'on a reconduit une deuxième fois le mandat des députés, il faut qu'ils se rendent un peu utiles. Ok. Adam Thiam, sur la question. Je ne connais pas bien cette affaire. J'ai vu le 13 juillet 2017 une interview d'un général qui parlait de ces avions. Alors, c'était dans Bloomberg News, le 13 juillet 2017. Les acquisitions auraient été faites en début 2017 et le général disait que c'était des avions qui ne pouvaient pas voler. Est-ce que c'était des avions neufs qu'on est allé acheter? C'est d'occasion, je te jure. Okay. Alors, où est-ce que c'est? Non, je veux dire, est-ce que l'argent, c'était pour acheter des occasions? Ah oui, d'accord, ok. C'est ça. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, pour la dignité de l'État, pour le moral de l'armée, pour la crédibilité de ceux qu'on est en train de citer dans cette affaire, il vaut mieux que la lumière soit faite le plus rapidement possible. Adam, une précision, c'est que les avions ont volé. Parce que si vous vous souvenez, il y a eu une parade à Sénou, présidée par le président de la République était là d'ailleurs. Et donc, les avions ont volé quand ils sont arrivés. Oui. Ils ont volé. Est-ce que c'est comme les venus au revoir de France où ça démarre, et puis ça coule? Il y a quand même un problème. Oui, on est même allé chercher dans les archives ces avions qui volaient. Mais Alexis Calambri, l'affaire ne date pas d'aujourd'hui. Le lièvre avait été levé par le parrainat. Pourquoi aujourd'hui, lors d'une conférence même du président Tchébélé Dramé, pourquoi c'est aujourd'hui que là, vous êtes perfide, ça fait le buzz? Non, on veut savoir. Oui, non, mais vous avez vu, le président Ibeka était revenu là-dessus, et puis je pense que le rebondissement est venu de ce que le président de le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, Karim, qui était à une conférence à Paris, qui en a parlé. Je pense que c'est ce qui a donné un nouveau rebondissement au dossier. Mais oui, en tout état de cause, je pense que même disons, quand on achète des armements, d'occasion ou pas, il y a un service après-vente normalement et il y a une période de garantie. Donc, il faut vraiment qu'on explique pourquoi tout ça, ça a manqué. Tout juste une précision, si je peux me permettre. Vous allez parler du député Karim Keïta qui a parlé en France. On n'a pas diffusé toute son intervention. Il a bien dit, c'est vrai. Est-ce que nous avons été floués? Peut-être que nous avons été floués, mais il a dit, dans la même déclaration à l'Assemblée nationale, il a dit, ou bien avons-nous mal évalué la situation? Je veux dire qu'il ne faut pas jeter uniquement la faute sur ceux qui ont vendu les hélicoptères. Ceux qui ont vendu les hélicoptères et ceux qui ont acheté les hélicoptères sont aussi, à mon avis, responsables, comme moi qui ai acheté une voiture que vous m'avez recommandée. Oui, une affaire donc à suivre, et c'est ce qui met fin à ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Thiam, éditorialiste, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Chakmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h, retrouvez Robert Dissa dans Politique autour du thème « Nos hommes politiques, pourquoi Tchou hier, Tcha aujourd'hui, pourquoi sont-ils inconstants? La versalité des hommes politiques au cœur du débat politique de ce dimanche à 21h avec Robert Dissa. Merci d'avoir suivi ce débat. On se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah.